Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le vendredi 10 juillet 2026 et notre cher ami Alastair Crooke est avec nous. Bienvenue à nouveau, Alastair. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par ce qui s'est passé au cours des dernières 72 heures, ou peut-être un peu plus. Nous avons eu la procession funéraire du guide suprême iranien. Il a été assassiné dans les premiers jours de la guerre, le 28 février, au moment où le conflit a commencé. Il a été tué avec son commandant et des membres de sa famille. Et ce n'est que maintenant qu'ils ont pu organiser les funérailles. Jusqu'à présent, la première journée a été consacrée aux responsables étrangers venus en Iran et la deuxième aux Iraniens qui sont sortis pour lui rendre hommage. Ensuite, le cortège s'est rendu dans la ville de Qom, puis à Karbala, un lieu essentiel dans la foi chiite. C'est l'un des endroits les plus importants. L'imam Hussein, son histoire et la réalité de son martyre comptent parmi les éléments les plus bouleversants de l'islam chiite. Ensuite, vous savez, quand ils étaient en Irak, il y a eu l'attaque des États-Unis et de l'Iran. Et puis hier, c'était à Machhad. On parle de quelque chose comme 7 à 10 millions de personnes qui ont participé hier. Donc c'est ce même gouvernement dont on disait qu'il allait s'effondrer le 28 février, ou dans 4 jours. Et pourtant, on voit plus de 40 millions de personnes qui ont pris part. Les estimations parlent de plus de 40 millions de participants à la procession funéraire du guide suprême de l'Iran. C'est quelque chose de nouveau pour le peuple iranien en tant que nation. Comment avez-vous perçu ces funérailles et leur impact sur le conflit en cours entre l'Iran et les États-Unis? C'était quelque chose de vraiment spécial et d'inédit pour le monde entier, pas seulement pour le peuple iranien, comme vous l'avez dit. On n'a jamais vu un enterrement, ni même un événement qui s'en approche, avec une telle participation de masse que celle qu'on a observée ces derniers jours en Iran. Rien de comparable. C'est très frappant. Et c'était aussi remarquablement bien organisé. Je veux dire, des cérémonies complexes d'un lieu à un autre, et tout s'est déroulé de manière impeccable. La seule modification, si on peut dire, a été rendue nécessaire par l'utilisation d'un hélicoptère pour la dernière étape, parce que les Américains avaient détruit un pont. Alors, de quoi parle-t-on? Je pense que ce qu'on voit là, c'est quelque chose qui marquera toute la région. C'est à la fois une affirmation du pouvoir d'influence de l'Iran. Et quand je parle de pouvoir, je ne parle pas du pouvoir de l'État. Je parle du pouvoir d'une civilisation. Et quand je parle d'une civilisation, je ne parle pas seulement de la civilisation chiite, mais si vous voulez, de toute la philosophie islamique, qui remonte au siècle dernier, à cette renaissance de la fin du XIXe siècle, qui en réalité n'a jamais vraiment abouti. Ce qu'on avait là, c'était, si vous voulez, quelque chose qui dépassait tout ça. Il s'agissait de la civilisation islamique, de ses réussites, de ses forces. Et c'est pour ça que je n'ai pas utilisé le mot pouvoir au sens militaire ou économique. C'était la force pure des gens, exprimant leur volonté d'une manière profondément puissante. Et ça, c'était vraiment essentiel. Et je pense que cela a eu un impact en quelque sorte en ravivant le sentiment d'une Oumma qui avait un peu été mise de côté à cause du sectarisme encouragé et alimenté par l'Occident dans la région. Mais ce sentiment a toujours existé. Je veux dire, jusqu'à l'époque ottomane, il y avait bien cette idée de la Oumma. Et comme je le disais, elle s'était un peu effacée. Mais je crois que les manifestations, les gens... Enfin, regardez ce qui s'est passé en Irak. Ce n'était pas seulement les chiites qui ont participé. Les sunnites sont venus aussi, pour rendre hommage. Et bien sûr, il y a eu une forte participation officielle à ces cérémonies, y compris l'ancien président de la Russie et beaucoup d'autres qui y ont pris part.
Et bien sûr, tout ça n'a pas vraiment été beaucoup couvert en Occident, parce que l'Occident comprend très bien que c'était une sorte de désaveu, un désaveu adressé à l'Occident, et plus particulièrement à Trump, qui, avec Netanyahou, a conspiré dans l'assassinat du guide suprême. Donc ça a eu un effet profond, qui dépasse la simple politique, qui dépasse la question du pouvoir brut, et qui reflète une énergie, une force humaine, vraiment palpable. J'ai ressenti quelque chose d'un peu semblable une seule fois auparavant. Paradoxalement, on pourrait dire, j'avais été invité à séjourner à la mosquée de l'imam Hussein à Kaboul. Et là, j'ai vraiment vu les gens, tous, les enfants, les jeunes, les vieux, tout le monde tournait autour du sanctuaire et le touchait. On sentait physiquement cette énergie, cette détermination, cette force. C'était presque tangible. Et je pense qu'on voit la même chose se produire aujourd'hui, mais à une toute autre échelle, bien plus grande, évidemment. Oui, des millions de personnes s'y sont intéressées, mais ce qui se passe maintenant dépasse tout ça. Alors la vraie question, à mon avis, c'est qu'est-ce que l'Iran doit en penser? Où cela va-t-il les mener? Et comment vont-ils avancer à partir de là? Je crois que, disons, la structure est déjà là. Le squelette d'un immense changement est en place, une sorte de saut en avant sur le plan civilisationnel pour l'Iran. Mais il faut aussi qu'il trouve comment faire vivre d'une certaine manière les valeurs, l'esprit et la morale de la révolution dans le monde d'aujourd'hui, ici, en 2026. Pour les jeunes Iraniens, ceux de 18, 20 ans, qui aiment leurs vêtements de créateurs, leurs smartphones et tous les gadgets du monde contemporain. Il n'y a rien de mal à ça. Mais comment faire entrer ces valeurs dans le monde d'aujourd'hui, enfin, je dirais plutôt dans la période contemporaine, pas simplement moderne. C'est là, je pense, qu'il faut être attentif. Et je crois que les bases existent déjà très clairement, parce qu'on voit bien que l'enthousiasme le plus fort, la ferveur la plus vive, viennent des jeunes. Mais ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'on les ramène, vous savez, à une sorte d'assoupissement, de complaisance, tout ça. Ils ne veulent pas que ceux qui les dirigent, le gouvernement par exemple, les fassent revenir à un matérialisme grossier, à ces valeurs venues de l'Ouest. Ils veulent, je crois, aller vers une nouvelle révolution, une révolution fondée sur les valeurs d'origine. Et comme l'Iran est bien placé pour le faire, parce que c'est justement ce que tout le monde cherche aujourd'hui, même en Occident, cette idée de savoir comment sortir de ce nihilisme qui nous tire vers le bas, de ce matérialisme grossier, de cette destruction totale des valeurs, de ce sentiment de corruption qui traverse toutes les sociétés occidentales et même au-delà. Alors comment avancer, surtout quand aucun parti politique ne répond à ces besoins? Tweedledum ou Tweedledee, c'est pareil. L'un augmente un peu les impôts, l'autre en enlève un peu. Franchement, ça ne répond à rien. Donc je pense que d'une certaine manière, on cherche autre chose. Et cela ramène aussi l'Iran, non seulement à la révolution, mais aussi au prophète. Mais avant tout, l'Iran a un long héritage, un héritage qui parle de lumière, de cette idée d'apporter la lumière dans l'obscurité. Et aussi, si vous voulez, du jeu entre les forces ascendantes, celles qui nous élèvent vers la lumière, et les forces descendantes. Ce n'est pas une question de bien et de mal. Ce n'est pas, vous savez, du manichéisme. C'est autre chose. C'est une interaction entre la lumière, l'ombre et l'obscurité, qui a toujours existé et qui fait aussi partie de la civilisation iranienne. Et tout cela, je pense, donne à l'Iran une vraie possibilité de montrer la voie. Mais pour cela, il faut un dirigeant, un vrai, quelqu'un capable de dépasser la banalité de la politique d'hier et d'aujourd'hui et les besoins matériels de chacun, aussi réels soient-ils, pour trouver le moyen de s'élever. Voilà ce que je dirais, Nima.
J'ai mis pas mal de temps à l'expliquer, mais bon, c'est ce que ça voulait dire, je pense. Et c'est aussi ce que ça apporte. Il ne faut pas le voir simplement comme un événement qui s'est produit, qu'on peut ranger sur une étagère avant de passer à autre chose. Je pense qu'il est très important de ne pas le remettre de côté, mais au contraire de s'appuyer dessus. S'appuyer dessus d'une manière qui, tu vois, renvoie aux valeurs fondamentales de l'Iran et du chiisme, bien sûr, mais aussi à l'idée de l'Oumma et, si on veut, de la révolution islamique. Que se passait-il quand tous ces gens, en gros les responsables du gouvernement iranien, étaient en Irak pour la procession funéraire? À ce moment-là, on voit les États-Unis frapper le sud de l'Iran parce que, mardi, il y avait 5 pétroliers appartenant à l'Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis qui tentaient de traverser le détroit d'Ormuz en passant par la partie sud. L'Iran les a attaqués et ensuite les États-Unis ont intensifié leurs frappes. On n'avait pas vu un tel niveau d'attaque depuis la signature du protocole d'accord. Les frappes se sont intensifiées dans la nuit de mardi. Puis l'Iran a riposté et les États-Unis ont de nouveau attaqué dans la nuit de mercredi. On voit donc une sorte d'escalade dans la manière dont les États-Unis ont mené leurs attaques. Ils ont frappé, comme vous l'avez mentionné, l'un des ponts entre Téhéran et Mashhad. C'était important à cause des funérailles d'hier. Beaucoup de gens voulaient se rendre à Mashhad, mais ils n'ont pas pu à cause de ce pont. Ensuite, un autre pont a été touché dans le nord de l'Iran, dans une région appelée Akala, qui se trouve dans la province du Golestan. L'importance de ce pont, c'est qu'il fait partie de la ligne ferroviaire reliant l'Iran au Kazakhstan. Et la Chine passe aussi par cette voie. Voilà la situation entre l'Iran et les États-Unis. Et le principal problème reste le détroit d'Ormuz. Et la manière dont les États-Unis essaient d'utiliser ce détroit sans, disons, coordination avec la partie iranienne. Quel est ce jeu selon vous? Et comment voyez-vous le conflit, cette escalade entre les deux camps au fil du temps? C'était typiquement une tromperie à la Trump. Il pensait pouvoir mener une opération éclair en se disant que tous les Iraniens étaient absorbés par les cérémonies, ces cérémonies très complexes, et que leur attention était limitée, concentrée là-dessus. Donc il s'est dit que pendant que les cérémonies se déroulaient, il tenterait une opération rapide, coordonnée par la marine américaine. Ils avaient aligné plusieurs pétroliers et navires pour traverser rapidement le côté omanais du détroit, afin de pouvoir dire « Nous avons ouvert Ormuz. C'est ouvert. Le couloir américain fonctionne. Ça marche. » Et ils pensaient être malins, pour le dire franchement. Ils croyaient que c'était une opération astucieuse et qu'à la fin du week-end, ils pourraient dire « Regardez, on l'a fait. Je l'ai fait. J'ai ouvert Ormuz. Et maintenant, tout le trafic va passer par là. » Et là, il a vraiment été furieux, parce qu'en réalité, je ne pense pas que ce soit tant le corps des gardiens de la révolution islamique. Je crois que c'est plutôt l'armée iranienne qui a agi contre ces navires, soit en tirant des missiles, soit en leur adressant des avertissements, ou dans le cas du gaz liquéfié qatari, je crois qu'il y a même eu un incendie. Je pense qu'il y avait 4, peut-être même 5 navires, qui n'ont pas réussi à passer après avoir été avertis. D'abord prévenus, puis s'ils n'obéissaient pas, pris pour cible. Mais enfin, soyons très clairs, l'Iran l'a dit de façon absolument explicite. Il l'a répété je ne sais combien de fois. Si quelqu'un défie le contrôle iranien sur le passage par le détroit d'Ormuz, il ne sera pas en sécurité. Ce ne sera pas une action sans risque, et il pourrait être attaqué. Et on leur a conseillé de se coordonner avec l'Iran et d'emprunter le couloir sécurisé iranien. Alors évidemment, Vance est intervenu, et là, ça en dit long. Parce que ce qu'il a dit, et je crois qu'il l'a dit ce soir-là,
c'est « Écoutez, vous savez très bien ce qu'on cherche à faire. Notre objectif, c'est d'ouvrir le détroit d'Ormuz. C'est ça qu'on essaie de faire. On veut que les Iraniens comprennent que si Ormuz est fermé, on continuera à les attaquer. En d'autres termes, s'il y a encore des incidents, si des navires sont arrêtés pour utiliser le passage américain, eh bien, malheureusement, je pense qu'Oman a subi d'énormes pressions pour accepter ça, pour dire oui, il existe bien un passage tout près dans les eaux territoriales omanaises. Mais ils ont été soumis à de très fortes pressions. Ce que ça a fait, en fait, c'est confirmer quelque chose de très important sur la situation et sur ce qu'on est en train de faire. Vance, en gros, l'a dit lui-même. D'ailleurs, il l'a répété dans une autre déclaration, plus ou moins. Il a dit, écoutez, en réalité, tout ce qu'on cherchait à faire, tout cet exercice, c'était d'ouvrir le détroit d'Ormuz. C'est ça le but de cette opération. Et ensuite, on verrait quelle carte il nous restait en main. Autrement dit, le protocole d'accord, je n'aime même pas l'appeler comme ça. Parce qu'en fait, c'était plutôt un cadre de désescalade. Il n'y avait pas de véritables engagements dedans. Rien de plus que ça. C'était simplement un cadre permettant de mettre en place un cessez-le-feu, à partir duquel ensuite des discussions pouvaient se développer. Et donc, à ce moment-là, c'était assez clair que les Américains jouaient un jeu, que l'Iran était manipulé, tout ce mémorandum d'entente. Et franchement, c'était assez différent. En fait, ça semblait suivre exactement le schéma iranien. Les 10 principes que le guide suprême avait énoncés étaient plutôt bien reflétés dans ce document. Et évidemment, certains ont été surpris quand les Américains ont validé quelque chose d'aussi clairement influencé par l'Iran. Mais maintenant, c'est devenu assez évident que tout ça n'était qu'une mise en scène. En gros, on dit aux Iraniens ce qu'ils ont envie d'entendre. Parce qu'au fond, la seule chose qui nous intéresse vraiment, c'est d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Je pense que tout ça a fini par faire son chemin et a provoqué un vrai changement dans la façon de penser de la direction iranienne. Le guide suprême l'a d'ailleurs souligné quand il a dit, en gros, « Écoutez, sur ces négociations avec les États-Unis, je ne suis pas totalement d'accord. Mais j'ai été convaincu par le président, que je respecte, et par d'autres membres de l'équipe de négociation, qu'il y avait là une réelle possibilité pour l'Iran d'obtenir des avantages politiques et économiques en poursuivant cette voie. » Il ne l'a pas dit exactement comme ça, mais c'était bien l'idée. Et je pense que c'est probablement là que tout s'est joué. Je veux dire, il mettait vraiment en garde à la fois l'équipe de négociation et les Américains. Il leur faisait comprendre que le protocole d'accord, le document cadre, n'était pas un mandat ouvert, qu'on pouvait utiliser à d'autres fins. Soit on s'y tenait, soit il ne valait plus rien. Et je pense qu'on est maintenant arrivé à ce point-là. Les Américains, ou plutôt Trump au sommet de l'OTAN, a dit clairement « c'est fini ». De mon point de vue, c'est complètement terminé. Je crois, corrigez-moi si je me trompe, que même si plusieurs voix en Iran ont dit des choses similaires, officiellement, l'Iran n'a pas encore déclaré que c'était fini. Et je ne m'attends pas à ce qu'ils le disent, parce que, vous savez, je pense que c'est quand même un atout utile à garder sur le terrain, même s'il est dans un état comateux et qu'il ne mènera à rien de spectaculaire. Mais malgré tout, il reflétait les positions iraniennes. Donc, à mon avis, ils vont le laisser dans cet état de survie artificielle, même s'il n'ira pas plus loin, parce qu'il reste une sorte de point de repère à partir duquel quelque chose pourrait, un jour, se développer. On ne sait jamais, peut-être dans très longtemps. Donc, enfin, Trump s'est mis à fulminer au sommet de l'OTAN
en tenant toutes sortes de propos grossiers sur le fait qu'il n'aimait pas l'Iran, qu'il ne faisait pas confiance à l'Iran, et tout ça parce qu'il était en colère. Parce que vous voyez son petit plan malin, c'était « Ah, regardez, pendant qu'ils sont complètement pris par les funérailles, on va faire passer discrètement une demi-douzaine de navires, et ensuite je passerai à la télé pour dire « On l'a fait, on a rouvé le détroit d'Ormuz, on est malin. » Et puis, et bien surprise, l'Iran a bloqué l'opération. Alors ils ont riposté. Je veux dire, voilà, il ne faut pas regarder ça en se demandant « Quelle est la stratégie ?» La stratégie, c'est celle d'un enfant qui dit « Tu as gâché mon jeu, alors je vais te frapper, je vais me venger, je vais te faire payer. » Les Américains l'ont d'ailleurs dit eux-mêmes, c'est une punition. Nous allons punir l'Iran pour ça, en frappant l'Iran plus tard. Et ensuite, l'Iran a frappé des cibles dans le Golfe, d'une manière qui, même si on n'a pas encore tous les détails sur les dégâts, semble avoir touché des cibles très importantes. Et surtout, ça s'est étendu jusqu'en Jordanie, ce qui, je pense, n'avait pas encore vraiment été mis en avant jusqu'ici. Mais la Jordanie, c'est là que la plupart des avions américains ont été basés. Enfin, pas forcément stationnés en permanence, mais utilisés comme point de passage. Ils vont en Jordanie, puis repartent vers d'autres sites. C'est donc un lieu très important dans la guerre contre l'Iran. Je pense que c'est là où on en est. Mais combien de temps ça va durer? À mon avis, et je ne prétends pas être un expert militaire, il faut poser la question à ceux qui sont plus proches des bases américaines. Je ne pense pas que les États-Unis aient aujourd'hui les moyens de mener une guerre totale. On sait tous qu'ils manquent de munitions et surtout de systèmes de défense aérienne. Leurs troupes sont déployées sur le terrain depuis longtemps. J'ai même vu des signes qu'ils retiraient une partie, pas la totalité, de leurs forces du Moyen-Orient. Et je crois que ce qu'on observe en réalité, c'est, enfin, je le pensais déjà à l'époque. Je ne croyais pas qu'on irait jusqu'à une guerre totale, mais je trouvais assez probable qu'on assiste à une sorte de crise de 72 heures sur le terrain. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, je pense que Trump essaye sans doute de se recentrer sur l'Ukraine et la Russie. C'était très clair lors du sommet de l'OTAN. Il a salué et soutenu l'usage par l'Ukraine de missiles en profondeur sur le territoire russe, en disant que c'était une bonne chose. Oui, c'est une escalade, mais une escalade destinée à faire pression sur la Russie, à pousser Poutine vers un cessez-le-feu. Eh bien, ça n'arrivera pas. Et je pense que la pression exercée sur l'Iran ne va pas aboutir à un cessez-le-feu, ni dans l'un ni dans l'autre de ces deux cas. Donc, à mon avis, il est en train de changer de cap. Et je pense que les Américains ne cherchent pas à modifier la direction générale de la guerre, qui a été et qui restera la destruction de l'Iran en tant qu'État, ainsi que son éclatement en petits États sectaires et ethniques. Je ne crois pas que cela va changer. Mais la manière d'y parvenir semble, disons, évoluer un peu. Et je dis bien semble, parce que c'est plus une lecture entre les lignes qu'une analyse fondée sur des preuves. On dirait qu'ils envisagent peut-être que la Turquie joue un rôle plus important et qu'Israël en joue un peu moins. Je pense qu'il y a aujourd'hui pas mal de désillusions à l'égard de Netanyahou. Dans certains milieux, pas partout aux États-Unis bien sûr. Les évangéliques et d'autres ne changeront pas d'avis. Mais dans beaucoup de cercles, oui, il y a une vraie désillusion. Netanyahou s'est trompé. Il a fourni de fausses informations aux États-Unis. Il a affirmé toutes sortes de choses, que l'Iran s'effondrerait comme un château de cartes, que les Kurdes étaient prêts à envahir et à créer un État, à Kermanshah et ailleurs. Alors forcément, il y a de la déception et des questions qui se posent. Peut-être qu'il faudrait revoir nos priorités. Bien sûr, ils ne vont pas abandonner Israël. Je ne dis pas ça du tout.
Mais peut-être que vous savez, Netanyahou, qui traverse une crise politique en Israël, il a des difficultés là-bas. Peut-être que certains ne verraient pas d'un mauvais œil qu'il disparaisse et qu'un autre dirigeant pro-américain soit élu à sa place. Mais en attendant, il cherche à gérer la région d'une manière assez différente. Et c'est pour ça qu'on voit ces scènes incroyables et franchement assez choquantes, où d'anciens membres de Daesh serrent la main de Trump et se voient proposer la levée de toutes leurs sanctions. Et puis, il y a cette idée selon laquelle la Turquie, avec la Syrie, pourrait gérer le Liban. Parce que, comme le disent les Américains, et comme le dit Trump, eh bien, Netanyahou ne s'en sort pas très bien. Il tue beaucoup trop de gens. Il attaque Beyrouth. Il ravage le terrain. Et ça, ce n'est pas très utile. Quand il dit que ce n'est pas très utile, il ne pense pas aux gens. Il pense à l'image. Et ça abîme l'image de l'Amérique autant que celle d'Israël. Alors il se dit peut-être que Shara'a pourrait, d'une manière ou d'une autre, trouver un accord politique avec le Hezbollah ou quelque chose dans ce genre-là. Mais quiconque a vécu dans la région le sait bien. Vous savez, la relation entre Daesh, les salafistes et les frères musulmans, sans même parler des chiites et des alaouites, a toujours été en réalité une guerre à mort entre les deux camps. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut, à mon avis, exploiter. Très souvent, au fil de toutes mes années passées dans la région, j'ai vu cette idée revenir. On pense que les salafistes sont des gens plutôt simples, pas très doués pour la politique, mais très pieux, et qu'on peut s'en servir pour des objectifs occidentaux. Et à chaque fois, on découvre que ce sont eux qui ont utilisé l'Occident pour leurs propres objectifs. En fait, ils ont fait exactement l'inverse. Ils ont su se servir de l'Occident bien plus que l'Occident n'a pu se servir d'eux. Je ne pense pas que ça ira jusque-là, mais je crois qu'on va voir apparaître de nouvelles formes de pression. Et puis il y a l'Irak, et les efforts là-bas pour, je ne sais pas si c'est toujours prévu, mais je crois que le nouveau Premier ministre doit se rendre à la Maison-Blanche. Je pensais que c'était cette semaine, mais peut-être que ça a été repoussé à cause des funérailles et d'autres affaires. Mais c'est évident. Il cherche à se faire bien voir de la Maison-Blanche des Américains. Et maintenant, il a fixé au 30 septembre la date limite pour que la résistance irakienne, le Hachad, dépose les armes et rejoigne le système. Là encore, c'est un autre élément de ce que, selon moi, les Américains essayent de remodeler différemment pour faire pression sur l'Iran. Parce qu'ils estiment que, disons, la tronçonneuse israélienne qui tourne dans la région, coupant tout et tout le monde, n'a été vraiment très espoir. Oui, alors le rapport d'hier indique que l'activité maritime dans le détroit d'Ormuz a fortement chuté, avec seulement 22 transits vérifiés enregistrés jeudi, donc hier. Et Alastair, concernant le sommet de l'OTAN, l'un des principaux points d'attention de Donald Trump et de son administration, c'était, comme vous l'avez mentionné, la question de la Syrie et de la Turquie. Il me semble que les États-Unis perçoivent d'une certaine manière le tournant, les changements qui se produisent en Asie de l'Ouest. Parce qu'en ce moment, malgré l'énorme pression du lobby israélien et de Benjamin Netanyahou, on parle des F-35, des États-Unis qui envisagent d'en livrer à la Turquie. Et il a été rapporté que la Turquie transfère les S-400 qu'elle a achetés à la Russie vers les États du Golfe, afin d'opérer certains ajustements sur son territoire pour pouvoir recevoir ces avions de chasse. Mais si l'on regarde la vision géopolitique de Washington en Asie de l'Ouest, et compte tenu des nouveaux conflits, la lecture israélienne, c'est qu'il y a aujourd'hui deux principaux ennemis. D'un côté, les frères musulmans, et de l'autre, les chiites.
Et l'autre, c'est la Turquie, pas tellement les chiites. Si on écoute le discours israélien, c'est toujours la même chose. Oh, la terrible confrérie des frères musulmans qu'ils associent à la Turquie. Mais en réalité, il y a deux cibles, les frères musulmans en tant que tels et la Turquie. Évidemment, c'est un message destiné à Washington pour dire « ne leur vendez pas de F-35 ». J'aimerais d'ailleurs passer à autre chose, parce que, d'abord, je ne pense pas que les F-35 soient de très bons avions. Je ne crois même pas qu'ils soient encore vraiment furtifs. Il est assez clair que l'Iran dispose de radars, notamment infrarouges, capables de détecter des avions furtifs, y compris les F-35. Et je suis sûr que d'autres pays en ont aussi. Et puis, je n'ai absolument aucune preuve, mais je ne crois pas du tout à cette histoire, selon laquelle la Turquie vendrait les S-400 russes aux États du Golfe. C'est peut-être vrai, mais je pense que la Russie serait furieuse à ce sujet. Vous savez, les S-400 restent des systèmes de défense très secrets et toujours très efficaces. La Russie ne les distribue pas à la légère. Et puis, Erdogan, c'est un vrai caméléon. On ne sait jamais vraiment ce qu'il pense, ni ce qu'il fait. Mais il a toujours été très habile pour jouer de sa relation avec Poutine. On l'a vu encore et encore. Même en Russie, certains disent que c'est étonnant. Pourquoi Poutine passe-t-il autant de temps avec la Turquie? Parce que tout le monde sait qu'Erdogan, on ne peut pas se fier à sa parole. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser. Mais je dirais que ce n'est pas le bon critère, pas la bonne mesure, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Tout dépend en réalité d'autre chose. Du manque, si vous voulez, de pétrole brut lourd et soufré venant de cette région et d'autres régions qui n'arrivent plus dans les raffineries américaines. Le pétrole brut lourd, c'est celui qui sert à produire à la fois le diesel et le kérosène. Et en ce moment, il en manque cruellement aux États-Unis. Vraiment cruellement. On en parle beaucoup. Et si on regarde les stocks, il reste à peine 8 ou 9 jours de réserve. C'est pour ça qu'il a tenté un pari, en se disant qu'il pourrait, d'une certaine façon, rouvrir le détroit d'Ormuz pendant les cérémonies funéraires. Mais maintenant, ça tourne à la crise. Alors, quels sont les délais, les perspectives? Je pense qu'on va voir une sorte d'escalade, des représailles limitées, qui vont continuer. L'Iran va continuer. Et pour ce qui est des navires, je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup, ni de bâtiments, qui accepteront de s'engager dans le couloir au nom des États-Unis. Parce qu'une fois qu'ils parleront à leur compagnie d'assurance, chez eux, on leur dira très clairement « Désolé, mais on ne couvre pas ce genre de comportement ». Si vous faites ça, on ne va pas vous assurer. Et donc, vous savez, l'assurance, c'est un élément clé. Alors je me demande, combien de temps ça peut durer? Eh bien, je pense que la réponse, c'est peut-être quelques semaines. Mais il y a deux contraintes. La première, c'est la durée. Ils ont pratiquement vidé la réserve stratégique pour essayer de tenir. Mais vous savez ce qui se passe dans une société quand le diesel n'est plus livré ou quand le kérosène s'arrête. Les avions ne volent plus. Et c'est une des raisons pour lesquelles je ne pense pas qu'il y aura, pour l'instant, de répercussions liées à une guerre avec l'Iran. Parce que, vous savez, les guerres que mènent les Américains demandent énormément de vols. Des avions citernes, des avions de transport, des appareils venant des États-Unis et passant par le Royaume-Uni. Tout ça consomme du kérosène à une vitesse folle. Je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment des réserves pour ça, ou qu'ils soient prêts à les utiliser maintenant. Du coup, je pense que le Pentagone et d'autres vont dire à Trump, « Écoutez, on n'a pas les moyens, même en laissant de côté la défense aérienne. On n'a tout simplement pas le carburant pour mener une grande guerre. Les grandes guerres demandent une quantité infinie de carburant, surtout pour l'aviation.
Alors je ne sais pas, comme je le dis, on ne nous dit pas combien il en reste, mais à mon avis, c'est très limité. Et je pense que c'est ce calendrier-là qui pèse sur Trump et l'une des raisons pour lesquelles il veut se tourner vers la Russie. Et on l'a bien vu à l'OTAN. Ukraine, 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 c'était partout. Ah, l'Ukraine, vous savez, la Russie ne s'en sort pas si bien que ça. L'Ukraine fait beaucoup mieux que ce que les gens pensaient. Et si seulement on continue d'envoyer des missiles loin à l'intérieur de la Russie pour effrayer la population russe, la déstabiliser et la pousser à se détourner de Poutine, alors on aura de la pression. Et Poutine sera obligé d'accepter un cessez-le-feu. Eh bien, vous savez, je pense que ça montre une mauvaise compréhension des Russes, un peu comme on a mal compris l'Iran, d'une certaine manière. Les Russes ne vont pas simplement rester là à laisser des missiles tomber directement sur leur population à l'arrière, indéfiniment. À un moment donné, ils vont réagir. Et ça va être très dangereux. Mais c'est là que je pense, on regarde vraiment le processus. Et je crois que la Chine aussi commence à en avoir assez de cette situation. Et c'est une opportunité pour l'Iran. Vous savez, la Chine est un État très prudent, très réfléchi, mais elle pourrait beaucoup aider à conseiller et à concevoir une sorte de nouveau cadre économique pour l'Iran et à le soutenir. Pas dans le sens occidental, avec des investissements dans des centres de données ou ce genre de choses, mais dans le sens d'un retour à l'économie réelle. Une économie qui fournit vraiment ce dont les gens ont besoin, les gens ordinaires, et qui répond à leurs besoins. Et ce n'est pas une question de marché international, ni de marché d'exportation. Ce qui compte, c'est de relancer l'économie ordinaire. Je disais souvent ça quand j'étais en Afghanistan ou à la frontière de l'Afghanistan. À l'époque, on me demandait « Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Afghanistan ?» Et je répondais « Le mieux, ce serait sans doute d'envoyer des pelles, des pioches et des graines pour que les gens puissent recommencer à cultiver. » C'est ça qui compte pour eux, pas simplement exporter des tulipes vers l'Europe. Oui, Donald, quand on parle de la Syrie et de ce que Donald Trump essaie de faire avec le gouvernement là-bas, avec Al-Shara, Al-Jolani, ces gens en Syrie, en gros, parce que d'un côté, quand on demande à ce gouvernement syrien de faire quelque chose pour vous, au Liban, il faut d'abord regarder ses capacités. Sur le plan intérieur, sur le plan militaire, les forces dont il dispose. Parce que beaucoup de ces groupes, comme le HTS ou les forces de l'État islamique qui étaient en Syrie, la Turquie a réussi d'une certaine manière à les envoyer vers le Sahel. Ils ne sont plus là, justement pour réduire les tensions à l'intérieur du gouvernement syrien. Et maintenant, les États-Unis parlent d'utiliser Al-Shara al-Jolani pour faire quelque chose au Liban. Les États-Unis ont même dit qu'ils allaient envoyer des troupes au Liban. Quelle est, selon vous, la logique d'envoyer des soldats américains là-bas? C'est du pur fantasme. On ne devrait pas prendre ça au sérieux. Pas du tout. Comme vous le savez, j'ai vécu 9 ans au Liban. Et quand on parle du gouvernement, il ne s'agit pas de tout le gouvernement. C'est une faction du gouvernement de Beyrouth qui a signé ce document, un document sans aucune base légale ni aucune validation. Il contredit la constitution libanaise. Il devrait d'abord passer par le Conseil des ministres. Le système est fait de telle sorte qu'aucune des deux communautés ne peut l'emporter sur la troisième. Il faut donc, si vous voulez, plus qu'une majorité des 2/3 pour faire passer quelque chose au Conseil, ce qui n'est probablement pas le cas ici. Et ensuite, il faudrait que ce soit soumis au Parlement, où il n'aurait pas la majorité non plus. Donc, il n'a aucune base valable. Et si vous regardez l'armée libanaise, 40% de ses membres sont chiites.
Je veux dire, vous savez, ils ne vont pas le faire. Et puis, c'est une société où les familles sont très mêlées. Au Liban, on trouve des sunnites et des chiites dans la même famille. Donc, ils n'iront pas tuer des chiites pour l'Amérique. L'armée ne fera pas ça. Et pour Israël, encore moins. Donc, je pense que franchement, ce n'est pas une proposition qui peut fonctionner. Et en plus, la confier à Daesh, qui a juré de tuer tout le monde, qui tue des alaouites, des chiites, des sunnites qui refusent de les suivre, et tous ceux qu'ils considèrent comme une menace. Vous voyez, pour eux, toute forme de désaccord avec leur interprétation ultra-rigide, à la saoudienne, du prophète et du Coran, mérite la mort. Je ne crois pas du tout que ça puisse marcher. Mais à mon avis, l'élément le plus important dans tout ça, c'est la Turquie. Je veux dire, Erdogan, personne ne lui fait confiance. C'est un vieux renard. Il a ses ambitions. Oui, il essaye d'accroître. Vous savez, il a des ambitions un peu ottomanes dans la région. Il voudrait avoir une présence plus forte, être pris plus au sérieux. Il garde encore une certaine rancune. Vous savez, parce que l'Union européenne, et surtout la France, ont refusé de le laisser rejoindre l'Union, en disant que la Turquie était trop différente. Donc, je pense qu'il aimerait être davantage au centre, être accepté. Il a traversé une période difficile, vous savez, avec tout ce qui s'est passé autour de Khashoggi et l'opinion mondiale. Bien sûr, l'Arabie saoudite aussi, mais ça s'est passé en Turquie. Alors, je pense qu'il ne faut pas trop en tirer de conclusions. À mon avis, la Turquie va surtout suivre ses propres intérêts. Elle jouera le jeu avec les Américains. Et bien sûr, elle ira à Washington. Erdogan s'est adapté. Il dit ce qu'il faut dire, que ce soit à Poutine ou à Trump. Il dira les bonnes choses. Il donnera l'impression d'aller dans leur sens. Mais tout sera centré là-dessus. Et bien sûr, vous savez, c'est d'une certaine manière un pays marqué par les frères musulmans. Et ça, pour Israël et pour une partie de l'establishment américain, c'est important. Aux États-Unis, le terme frère musulman est devenu une sorte d'insulte, une étiquette qu'on colle à quelqu'un pour le discréditer. Bien sûr, la plupart des gens n'ont aucune idée de ce que sont réellement les frères musulmans. Mais malgré tout, c'est le langage d'aujourd'hui. Je pense simplement qu'il ne faut pas trop en tirer de conclusions. Oui, il y a des manœuvres en cours, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça montre au fond? Eh bien, ça montre une défaite, tout simplement. N'oublions pas pourquoi on voit ces manœuvres se multiplier. C'est parce qu'Israël a complètement échoué dans ses objectifs vis-à-vis de l'Iran. C'est une défaite stratégique majeure et il n'y a pas de retour possible. Israël le sait, c'est fini. Ils ne pourront pas continuer comme avant en essayant de détruire l'Iran. Et c'est aussi une défaite pour les États-Unis, une défaite claire. L'Amérique a montré qu'elle manquait, disons, de capacité militaire et qu'elle manquait aussi, si on veut, de vision stratégique concernant l'Iran. Je veux dire, il n'y a aucune compréhension réelle et donc aucune capacité à élaborer un plan stratégique ou une idée claire sur l'Iran. Voilà, c'est ça le contexte. Ce n'est pas un nouveau plan essentiel pour la région, c'est plutôt une solution de repli. Il faut bien dire quelque chose, il faut bien avoir un plan, quel qu'il soit, un certain soutien à Israël. On ne peut pas simplement laisser Israël sans appui. Mais pourquoi ne pas regarder un peu du côté de la Turquie, voir si on ne peut pas faire quelque chose avec la Turquie et avec la Syrie, et essayer de mettre la pression sur l'Iran de cette manière. Vous savez, l'Iran va être effrayé à l'idée qu'Assad, enfin, intervienne. Écoutez, le Hezbollah se bat contre ces gens dans le nord depuis longtemps. Ils savent comment les affronter et ils savent très bien qui ils sont. Donc je ne pense pas que, enfin je peux me tromper, mais je ne pense pas que ça va marcher. Pour moi, c'est, disons, le plan B. Et ce n'est pas un très bon plan B.
Mais quand le plan A s'effondre, il faut bien s'accrocher à quelque chose, même si ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, on voit apparaître toutes sortes de plans B. J'ai vu dans la presse israélienne des articles disant que l'Iran est terrifié à l'idée de perdre le contrôle du détroit d'Ormuz, parce qu'on va mettre en place le corridor IMEC, vous savez, le corridor Inde-Moyen-Orient via Israël vers l'Europe. Franchement, c'est de la pure fantaisie. Je veux dire, l'IMEC est mort depuis un bon moment. D'abord, soyons clairs, personne n'allait le permettre, parce que le couloir de l'IMEC se termine à Haïfa, en Israël, et il doit passer par Israël. Et à ce stade, c'était les Émirats arabes unis, et l'Arabie saoudite n'allait pas laisser les Émirats y participer. Enfin, les querelles régionales habituelles. Donc je ne pense pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais tout ça montre simplement une chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Israël a subi une défaite d'une nature telle qu'elle ne peut pas être effacée ni réparée. Et les États-Unis, eux, ont connu un revers majeur, à la fois dans leur position internationale et dans la perception qu'ont les gens de leur capacité militaire. On les voyait comme une puissance irrésistible. Et maintenant, on se rend compte que leurs capacités militaires ont sans doute été surestimées pendant toutes ces années. Quand on parle de la région et de la situation avec Israël, vous venez d'évoquer ce qui s'est passé. Mais si on regarde ce qu'il en était avant le 7 octobre 2023, la situation était tout autre. Les Israéliens étaient en train de normaliser leurs relations avec la Turquie et plus largement avec les États arabes, en mettant un peu de côté la question de l'État palestinien et du peuple palestinien. Mais tout cela a changé de façon radicale. Et aujourd'hui, comme l'a rapporté le journal Bild en Allemagne, des investisseurs qataris bloquent le partenariat proposé entre Volkswagen et l'entreprise israélienne Rafael pour fabriquer des composants du système Iron Dome, parce qu'ils détiennent environ 10,4% des parts de Volkswagen. Donc ils peuvent dire, on ne va pas faire ça. Et bien sûr, ils mettent la pression sur le fabricant allemand parce qu'ils essayent, d'une certaine manière, de soutenir le complexe militaro-industriel. D'un autre côté, on voit les tensions qui montent, comme l'a rapporté le Financial Times hier, entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Et le commerce ralentit un peu. Dans tous les domaines, on voit l'espèce de domination israélienne s'effriter dans la région. Oui, celle de Netanyahou, de son gouvernement et des gens en Israël. Vous savez, les accords d'Abraham, à la base, c'était surtout un projet des Émirats arabes unis. Et c'est pour ça que l'Arabie saoudite n'aurait jamais laissé faire. Je ne pense pas, même si on prend le 7 octobre, qu'il y ait eu une vraie menace que l'Arabie saoudite s'y joigne. Parce qu'ils voyaient ça comme le projet phare des Émirats, et ils ne voulaient pas leur donner plus d'influence que ce qu'ils essayent déjà d'obtenir. Mais vous savez, je pense qu'Israël, à un certain niveau, est bien conscient qu'il doit repenser tout ce qui est sorti de cette guerre. Ils savent que les États-Unis n'iront plus jamais faire la guerre pour eux contre l'Iran. Regardez simplement la politique américaine, comment elle change et à quelle vitesse elle est en train de changer. Les deux partis, pas seulement le Parti républicain. Donc je pense pas que... Non, je pense qu'Israël l'est, mais il peut pas, il est dans le déni. C'est très difficile. Il ne peut pas rester immobile parce qu'il n'a pas d'alternative. Il n'a rien à proposer. Je veux dire Netanyahou, mais si vous demandez à Bennett, Naftali Bennett, qui a aussi été là, on dirait que maintenant c'est Eisenkot qui pourrait lui succéder. Mais Bennett, lui, disait simplement « On va continuer à faire ce qu'on fait ». Vous voyez, c'était bien la définition de la folie, non? Continuer, encore et encore, à faire les mêmes choses, alors qu'on échoue à chaque fois.
Persister dans des actions vouées à l'échec, c'est bien un signe de folie. Mais ils restent enfermés dans le déni, incapables de reconnaître que tout ce qu'ils pensaient et disaient sur l'Iran a été complètement balayé pendant ces cérémonies funéraires. Je veux dire, il y a vraiment ce sentiment qu'il faudrait peut-être revenir à l'idée de Ben Gourion, selon laquelle Israël devait rester à l'intérieur de ses frontières. Il insistait beaucoup sur ce point. Israël devait rester dans ses frontières parce que c'est un petit État, avec une petite population, une petite économie, et donc il ne peut pas se permettre d'avoir une armée immense pour, disons, contrôler, conquérir, occuper et dominer tout le Moyen-Orient. Et il disait qu'il fallait simplement compter sur les réservistes et que pour cette raison, il fallait rester dans nos frontières. Et en plus, il a dit, d'une manière très clausewitzienne, qu'Israël devait utiliser ses forces armées, non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen au service d'un objectif politique. Autrement dit, retrouver, disons, la capacité de former des alliances ou de parvenir à des accords sur la façon de vivre sur le même territoire ou dans la même région d'une manière au moins viable. Tout cela a volé en éclats le 7 octobre. Et à la place est venue cette idée selon laquelle Israël pourrait, par la force militaire, s'emparer du Moyen-Orient tout entier, l'occuper, le prendre. Même les chefs de l'armée israélienne, les forces de défense d'Israël, ont dit « Écoutez, si vous vous attendez vraiment à ce qu'on gère l'ensemble de ces régions, le Liban, la Syrie, jusqu'à la Turquie et tout le reste, il nous faudrait une armée 7 ou 8 fois plus grande que celle que nous avons aujourd'hui. » On n'a tout simplement pas les moyens, pas le personnel pour faire ça. Et de toute façon, ça ne marche pas. Vous savez, il n'y a aucun succès à Gaza. Il n'y en a pas non plus au Liban, au contraire même. Ils sont en train de perdre au Liban. Ils subissent de lourdes pertes là-bas. La Syrie, c'est compliqué et ça ne va pas soudainement devenir « Oui, ils ont essayé d'y installer des colons. Eh bien, bonne chance à eux. La Syrie, on verra bien ce qui s'y passe. » Mais vous savez, ça ne marche nulle part. Ils le savent, mais ils restent dans le déni. Et globalement, dans la population, je dirais qu'il y a une majorité qui soutient la poursuite de la guerre contre l'Iran. Je veux dire 70%, peut-être, je ne sais pas si c'est encore aussi haut que 70%, mais il y a clairement une majorité qui y est favorable, parce que c'est profondément ancré en eux. Vous savez, l'Iran est la source de... L'Iran est derrière le Hezbollah, le Hamas, tout, absolument tout. L'Iran prépare un nouvel holocauste. C'est profondément ancré. Vous savez, ils sont incapables de penser au-delà des murs de leur bunker. Oui, je pense qu'un événement important, c'est le siège du Yémen. Et pendant les premiers jours, vous savez, lors des funérailles, on a vu l'avion iranien se rendre au Yémen et briser le blocus. C'était quelque chose d'important pour le peuple yéménite. Très important. Presque passé inaperçu, mais c'est un événement vraiment important. Oui, oui. Et vous savez, pendant que les médias occidentaux essayent de dessiner une sorte de nouvelle carte occidentale du Moyen-Orient, en réalité, le Moyen-Orient est en train de se redessiner lui-même, d'une autre manière. Alors la question c'est, laquelle de ces cartes va l'emporter? J'ai tendance à penser, après ce qui s'est passé en Irak, est-ce qu'on voit bien ce qui se passe en Irak? Est-ce que le Premier ministre ira vraiment jusqu'à désarmer les milices? Est-ce qu'il va vraiment faire la guerre à la plus grande partie de la population chiite? Vous savez, l'Irak, c'est un pays très complexe. Et bien sûr, l'Amérique garde une emprise sur l'Irak, parce que chaque dollar qu'il gagne, grâce à la vente de pétrole et de produits pétroliers, est détenu aux États-Unis.
et ne peut être dépensé qu'avec l'accord du secrétaire au Trésor, M. Bézant. En fait, c'est un contrôle total. C'est un peu comme, vous voyez, l'argent de poche qu'on donne à ses enfants, en disant « Eh bien, si tu n'es pas sage, tu n'auras pas d'argent de poche cette semaine. » Alastair, tu peux imaginer ça? Les États-Unis ont proposé, pendant les négociations avec l'Iran, de faire la même chose avec leur pétrole. En gros, on va vendre votre pétrole pour vous, comme on l'a fait avec l'Irak, et on va vous payer. C'est juste incroyable, tu vois, le niveau de... C'est absurde, parce que vous savez, on nous dit aussi qu'on leur aurait proposé, paraît-il, des milliards pour rouvrir le détroit d'Ormuz. C'est crucial pour l'économie mondiale, vraiment, la situation est essentielle. Et je pense que les dirigeants iraniens comprennent très bien que c'est quelque chose qu'ils ne lâcheront jamais, même contre d'énormes sommes d'argent. Ils savent que le contrôle d'Ormuz a une valeur bien plus grande que tout ce que les États-Unis pourraient leur offrir. Donc, ils ont complètement refusé. Ormuz et le Liban, ce sont leurs deux leviers. Le Liban en est un, et Ormuz aussi, absolument indispensable. C'est pour ça que je ne pense pas que les Américains réussiront à briser cet équilibre. Et bientôt, la douleur, celle qu'on fait semblant d'ignorer, finira par se faire sentir. Vous savez, ils ont été très occupés à puiser dans toutes les réserves, au point d'en arriver à racler le fond de leur stock stratégique de pétrole, juste pour faire semblant que non, tout va bien, l'économie se porte bien, il n'y a pas de pénurie de pétrole et qu'il n'y aura pas de crise du diesel. Tout serait sous contrôle. Mais que se passe-t-il quand tout ça craque? Si les gens se rendent compte que l'inflation et le coût de la vie repartent à la hausse, parce qu'ils vont remonter, même si ce n'est pas complètement bloqué, c'est quand même sous pression. Je veux dire, les navires continuent de passer. Beaucoup vont vers la Chine, et très bien, tant mieux. Mais ça ne va pas résoudre la pénurie de diesel en Europe, ni aux États-Unis. Les Chinois diront merci pour les navires, mais ça ne changera rien à la situation. Oui. Laisse-moi montrer ton Substack, Alastair, parce que je veux le présenter à notre public ici. Allez sur Conflict Forum et vous pouvez suivre Alastair sur son Substack. Son dernier article s'intitule « La guerre d'Iran 3.0 ». Et si vous descendez un peu, il parle des funérailles, de la façon dont elles ont renforcé la cohésion interne de l'Iran. Ensuite, Netanyahou a menti en disant que l'Iran possédait des armes nucléaires. Xrithori Davakan Msi Surios, Smomo Substack, Eshen Alastair, Conflict Forum. Please go there and subscribe to Alastair's Substack, Conflict Forum. Eh bien, j'aimerais ajouter quelque chose à ce sujet, parce que ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Aisling. C'est elle qui a rédigé le passage sur la question nucléaire. Dans ce texte, on voit les responsables israéliens du renseignement, de l'armée et de la sécurité dire tous que c'était un mensonge. Netanyahou savait que l'Iran n'avait pas d'armes. Il savait aussi que la destruction des installations par Trump ne les avait pas du tout anéantis. Peut-être qu'il y a eu quelques dégâts, mais pas plus. Et le texte explique en détail comment ils ont monté toute cette tromperie en passant par la commission atomique pour faire semblant et soutenir Trump dans son affirmation que tout avait été détruit. Mais tout est écrit noir sur blanc, et on peut le voir. Ce sont les Israéliens eux-mêmes qui le disent. Netanyahou a menti. Tout ça est faux. La question nucléaire n'a jamais vraiment été le vrai sujet. Et ça, je pense que c'est essentiel pour l'avenir. Comprendre que c'était une tromperie orchestrée par Israël. Alors, de quoi parle vraiment cette guerre? Qu'est-ce que Trump va dire, lui? Il répète sans arrêt que c'est pour empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Eh bien, lisez ce que les Israéliens eux-mêmes écrivent à ce sujet.
Ils reconnaissent que tout ça, en réalité, c'était une fabrication. Franchement, je trouve que c'est très important. En tout cas, c'était un article vraiment instructif. Merci beaucoup, Alastair, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. Avec plaisir. Comme toujours, c'est un vrai plaisir. Pleasure.